Bonjour à toutes et tous, merci de vous joindre à nous pour ce second webinaire que l'Institut Jacques Delors et le think tank Coati organisent en collaboration. Lors de notre premier échange, nous avions évoqué la question de la coopération entre l'Union européenne et l'Union africaine autour des questions de politique migratoire. Aujourd'hui, c'est bien le conflit en Ukraine qui nous réunit ici aujourd'hui. Cette guerre qui s'est déclarée sur le continent européen a mis en exergue les divergences d'intérêts entre les pays de l'Union africaine et les pays de l'Union européenne vis-à-vis de la Russie. C'est bien ce sujet que nous souhaitons aborder aujourd'hui. Avant de passer la parole à Madame Cissé pour la présentation des intervenants, je voudrais simplement vous rappeler que l'outil de questions-réponses est disponible en bas de votre écran. Il vous permettra de poser vos questions à nos intervenants et nous leur relayerons dans la dernière partie de cet échange de 1h30. Merci beaucoup encore d'être avec nous et Madame Cissé, je vais vous passer la parole. Merci beaucoup Mathieu. Bienvenue à tous à ce webinaire organisé par Coati avec l'Institut Jacques Delors. Comme Mathieu l'a rappelé, la guerre en Ukraine est sans doute la grande actualité du moment. Et en plus de la rhétorique médiatique et les points de vue proposés, les discours diffèrent selon les intérêts et les regards portés sur le conflit. Et donc, c'est dans ce contexte que nous organisons cette discussion virtuelle pour comprendre sur le thème de Afrique-Europe, regard croisé sur la guerre en Ukraine. Quelle lecture peut-on avoir de cette guerre et de son évolution pour les prochains mois? Quelles en sont les conséquences politiques et économiques pour l'Europe? Quelle analyse peut-on tirer des perceptions africaines de la guerre Russie-Ukraine et les positionnements des États membres de l'Union africaine? Et enfin, quelles sont les conséquences géopolitiques et économiques de la guerre pour l'Afrique? Et pour apporter des éléments de réponse à ces interrogations, nous avons avec nous 4 intervenants. Professeure Nicole Niesotto, historienne et experte des questions européennes et internationales, également la vice-présidente de l'Institut Jacques Delors. Elle est professeure titulaire de la chaire sur l'Union européenne au Conservatoire national des arts et des métiers depuis 2008. Elle est également ancienne chef adjointe du Centre d'analyse et de prévision du ministère français des Affaires étrangères. Elle a dirigé l'Institut d'études de sécurité de 1999 à 2001 avant d'être nommée premier directeur de l'Institut d'études de sécurité de l'Union européenne jusqu'en 2007. Merci beaucoup à vous, professeur, pour votre disponibilité. Nous avons également avec nous son Excellence l'ambassadeur Frédéric Goga, qui est le point focal pour les partenariats, le programme Frontières de l'Union africaine et les mécanismes de sécurité régionaux au sein du bureau du commissaire aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité de la Commission de l'Union africaine. Avant de rejoindre cette division, il a été officier supérieur au sein de la mission de l'Union africaine de Somalie, où il a aidé les équipes opérationnelles des composantes militaires, civiles et policières à fournir un soutien en matière de lutte contre le terrorisme et de planification des opérations militaires. Titulaire d'un master en administration publique, il a également suivi de nombreuses formations professionnelles sur le maintien de la paix et la sécurité internationale en Algérie et au Royaume-Uni. Il a également reçu une formation sur la défense contre le terrorisme de l'OTAN et sur la programmation sensible au climat pour le maintien de la paix à l'ONU. Il est aussi membre du conseil d'administration du projet du Programme des Nations Unies pour le développement, prévenir et répondre à l'extrémisme violent en Afrique. Il s'est vu conférer le 16 avril 2014 le rang d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Burundi. Merci beaucoup à vous aussi, Son Excellence, pour votre disponibilité. Nous avons aussi avec nous le docteur Serigne Bombagay, qui travaille depuis plus de 30 ans dans les domaines des relations internationales, de la gouvernance et de la géopolitique. Il a une connaissance approfondie et une expérience confirmée en matière de gestion de crise, de consolidation de la paix et de stratégie. Il est présentement consultant international et chercheur. Et à ce titre, il appuie plusieurs organisations comme le Programme des Nations Unies pour le développement, ONU Femmes, la Fondation Frédéric Ebert, l'Agence pour la promotion de la sécurité de proximité du Sénégal, la Gendarmerie nationale du Sénégal. Et il enseigne depuis 2015 les relations internationales au Centre des hautes études de défense et de sécurité à Dakar. Bienvenue, professeur, et merci pour votre disponibilité également. Et enfin, comme quatrième intervenant, nous avons M. Cyril Brett, qui est enseignant à Sciences Po Paris, haut fonctionnaire spécialiste de la défense, chercheur associé à l'Institut Nord-Europe de l'Institut Jacques Delors. Il est spécialiste en affaires stratégiques et relations internationales et détaché dans les industries de défense et de sécurité. Ancien de l'École normale supérieure et de l'École nationale d'administration, ainsi que de l'Institut des études
l'Institut des hautes études de défense nationale. Il enseigne à Sciences Po après avoir enseigné notamment à l'École polytechnique, à l'Université d'État de Moscou et à l'École nationale de la magistrature et à New York University. Donc, merci à vous quatre pour votre disponibilité et sans plus tarder, je vais donner la parole à Monsieur Sébastien Maillard, qui est le directeur de l'Institut Jacques Delors, pour son mot d'ouverture. Merci, Marième. Juste un mot très rapide pour me réjouir de ce nouvel événement conjoint, ce nouvel webinaire de dialogue, comme on les appelle, avec notre partenaire Wati. Comme Mathieu l'a rappelé, la dernière fois, la première fois que nous en avons eu, c'était le 16 février dernier, à la veille du sommet Union européenne-Union africaine. Et c'était en fait, sans le savoir, une semaine avant le début de l'offensive russe en Ukraine. Et l'idée de cet échange est venue rapidement du fait qu'on a vu très vite que cette guerre en Ukraine, elle n'est pas qu'une affaire européenne, elle n'est pas qu'une affaire régionale, même si elle est bien sûr directement, elle est livrée sous notre continent, aux portes de l'Union européenne, mais ses conséquences se font directement sentir avec tous les pays, notamment tous les pays qui commercent avec l'Ukraine et la Russie, notamment en Afrique. Et bien sûr, on le voit, les conséquences économiques, je pense à la flambée des matières premières, le prix des matières premières, les conséquences agricoles en particulier, mais aussi les conséquences diplomatiques dans les jeux d'alliance, dans les relations internationales, d'alignement avec un camp ou l'autre, ou de non-alignement. On voit parfois d'un côté des excès de russophobie et à l'inverse, peut-être une sorte de haine de l'Occident qui montre. Et c'est important donc, à ce stade déjà de bien prendre la mesure de ces tendances, de ces jeux d'alliance, de bien comprendre ce qui motive ces positionnements et mouvements. Et c'est, je crois, tout l'intérêt de notre échange cet après-midi, de nos regards croisés. Et je remercie grandement nos invités d'avoir bien voulu accepter de se livrer à cet exercice qui, j'espère, nous éclairera tant en Europe qu'en Afrique. Donc, je vous souhaite très bon débat. Merci beaucoup, M. Sébastien. Alors, je vais donner la parole à M. Gilles Yabi, qui est le directeur exécutif de Wati, pour son million de bienvenue. Et M. Yabi aussi va assurer la modération de la session pour ce qui va suivre. Merci et excellente discussion. Merci, Marième. Merci à toutes et à tous d'être là, d'être présentes et présents avec nous cet après-midi pour cette discussion. Merci, Sébastien, pour le mot d'ouverture et surtout pour la formidable idée d'enclencher ce partenariat avec Wati autour de certains nombres de sujets d'intérêt général et d'intérêt, je dirais, partagé entre le continent européen et le continent africain. Et je salue la présence en particulier de la vice-présidente de l'Institut Jacques Delors, Nicole Yessoto, avec nous cet après-midi, le chargé de recherche Cyril Brett, qui va être le premier à s'exprimer. Et je salue évidemment à nouveau la présence de l'ambassadeur Frédéric Ngoga, basé habituellement à Addis Abeba, mais qui nous parlera depuis Nairobi. Et enfin, le professeur Seri Babangaï, qui est à Dakar, ici, comme Mariam et moi et l'équipe de Wati. Merci à nouveau à chacune et à chacun de vous de participer à cette rencontre et à toutes celles et tous ceux qui nous ont rejoints. Je vais être très bref, je ne vais pas expliquer ce qu'est Wati. Hein. Nous sommes une plateforme de discussion, un think tank citoyen avec cette idée de partage de connaissances sur tous les sujets d'intérêt général. Une focalisation, c'est vrai, sur l'Afrique de l'Ouest, mais évidemment, nous sommes conscients que tout ce qui se passe dans le monde a un impact sur l'Afrique de l'Ouest également et sur l'Afrique de manière générale. Je voudrais dire simplement que je voulais juste rappeler qu'on parle, pendant que nous avons cette discussion, nous avons une tragédie qui se joue, c'est une vraie guerre qui se joue. Ce sont des centaines, plusieurs centaines de morts déjà, civils et militaires. On n'a pas de chiffres précis, mais c'est une guerre absolument dévastatrice, comme toutes les guerres. Et je crois que nous avons bien sûr une pensée pour ces victimes et nous ne manquons pas, disons, d'apprécier la gravité de ce moment historique, pas seulement pour l'Ukraine, la Russie et les voisins européens, mais pour l'ensemble du monde. Je pense que les guerres, c'est un peu le degré zéro de notre humanité. Et je ne vais pas être un modérateur bavard. Je pense que je suis aussi impatient que toutes les participantes et tous les participants d'écouter nos intervenants. Donc, je vais passer la parole tout de suite à M. Cyril Brett en l'interrogeant sur la lecture du conflit. On est presque à 2 mois de guerre. Et au fond, où est-ce qu'on en est et quelles sont les perspectives pour les prochains mois? Est-ce qu'on s'inscrit vraiment dans une guerre de longue durée? Et évidemment, qu'est-ce que cela pourrait impliquer?
Monsieur Brett, vous avez la parole. Oui, bonjour, merci beaucoup. Je me réjouis tout particulièrement de prendre part à cette discussion entre Wattie et l'Institut Delors, de plus dans un cadre francophone, ce qui est tout particulièrement important et parfois très rare quand il s'agit des affaires de l'Est de l'Europe. Je vais structurer mon propos en trois parties. Une première interrogation sur les causes, sur les sources de ce conflit. Une deuxième sur l'état des forces actuelles, qui est extrêmement mouvant. Et vous avez eu raison, monsieur le directeur, de rappeler qu'il s'agissait de situations humaines extrêmement préoccupantes, pour dire le moins. Et enfin, m'interroger sur les scénarios possibles d'évolution pour ce conflit, sur le plan militaire et sur cette crise sur le plan stratégique, laissant évidemment à Madame la professeure Neizotto le soin de tirer les perspectives et les visions pour nos continents respectifs suite à ce conflit. Donc, concernant les causes, je pense qu'il faut avoir à l'esprit qu'il existe à ce conflit et justifier est bien différent d'expliquer. Je me contenterai d'expliquer, pas de justifier, des causes extrêmement conjoncturelles et des causes profondément structurelles. Des causes conjoncturelles qui tiennent à ce qui s'est passé en Russie, en politique intérieure, en économie intérieure depuis la dernière année, un renforcement du pouvoir constitutionnel du président Poutine, un relèvement et une reconstitution en fait des réserves de change et des réserves financières du pays à la faveur d'une hausse des cours des hydrocarbures, une montée en puissance également des tensions avec l'OTAN après plus de 20 ans de pouvoir poutinien où l'opposition à l'OTAN, sous différentes formes, a servi de fil rouge en fait aux différents documents stratégiques du président russe, mais j'anticipe ainsi sur les causes structurelles. Et il faut voir aussi dans les causes conjoncturelles une situation qui a été estimée par les pouvoirs publics russes comme une situation de fragilité, aussi bien pour la présidence Biden, arrivée presque à mi-mandat, et une situation de fragilité inhérente aux transformations électorales européennes. La fin de l'ère Merkel, qui a été interprétée à Moscou comme un moment, si ce n'est de faiblesse, du moins de transition, et la période des élections françaises, dont on sait qu'elles constituent plutôt un moment d'introversion pour les pouvoirs publics. À cela s'ajoute une lecture de la politique ukrainienne comme résultant ce que j'allais dire, une fatigue à l'égard de la présidence Zelensky, après donc 3 ans d'exercice du pouvoir et l'usure inhérente à cet exercice. Les causes structurelles, elles, sont directement liées à la lecture qu'on fait de ce conflit. S'agit-il, et là je passe du pourquoi en un seul mot au pourquoi en 2 mots, s'agit-il pour le président russe de reprendre un projet impérial interrompu par la décennie noire pour la Russie des années 90, donc en gros la reconstitution de l'URSS, ou s'agit-il plutôt d'une cause structurelle de nature plus défensive, c'est-à-dire qu'après des années et des années à réclamer un arrêt de l'extension de l'OTAN, eh bien, prendre soi-même des gages sur le terrain et sur le terrain militaire. Il ne faut pas non plus négliger en matière de conflits armés, et les différents spécialistes qui sont autour de la table le savent bien, il ne faut pas non plus négliger la cause matérielle et la perspective matérielle. Cette opération, cette invasion en fait, par 4 axes nord, sud, est, ouest, résulte de plus de 10 ans de modernisation des forces armées russes. Et en matière de guerre, bien sûr, la vision stratégique compte, bien sûr, l'opportunité politique est essentielle, mais également l'instrument militaire est très fort. Et voilà plus de 10 ans, donc depuis 2009 en fait, que la présidence Poutine modernise son outil militaire, l'a fait servir sur des théâtres d'opération comme au Moyen-Orient, et d'une certaine façon l'a testé. Voilà. Donc, causes conjoncturelles et causes structurelles se sont conjuguées pour cette invasion qu'on interprétera soit comme une volonté hégémonique irrationnelle, soit au contraire comme une volonté de défendre, de défendre la Russie contre l'extension de l'OTAN aux frontières même
de la Russie. Mais voilà les différentes raisons qui ont été avancées. À cela s'ajoute évidemment les ressources intrinsèques de l'Ukraine, mais ce point est assez bien documenté. Alors, où en sommes-nous après presque maintenant 2 mois de conflit? C'est mon deuxième point. Eh bien, nous en sommes à un équilibre des forces qui est extrêmement précaire. L'invasion et l'occupation rapide, ce que j'avais peut-être imprudemment nommé le Blitzkrieg, n'a pas réussi. Les pouvoirs publics russes, dans leur déclaration initiale, avaient projeté de décapiter en fait les centres de décision militaires et civils du pays en prenant Kiev. Cela n'a pas eu lieu. De même, les villes principales visées comme enjeu stratégique par la Russie en Ukraine n'ont pas, loin de là, toutes été prises. En revanche, l'état du rapport de force sur le terrain n'est pas aussi défavorable qu'on voudrait parfois le dire à l'ouest du continent. La souveraineté ukrainienne a été mutilée depuis 2014 avec l'annexion illégale de la Crimée, puis le soutien aux 2 républiques séparatistes autoproclamées du Donbass. Aujourd'hui, si on compare, non pas à une occupation générale de l'Ukraine, mais si on compare la situation d'aujourd'hui à la situation avant le conflit, on voit que l'empreinte territoriale russe, la démonstration de force russe, ont produit des effets sur le terrain militaire, mais aussi sur le terrain économique et sur le terrain social. Je commence par le volet humanitaire, c'est sans doute le plus important. Donc désormais, c'est 10% de la population ukrainienne qui est réfugiée et qui tente de quitter le territoire. Les infrastructures économiques essentielles, réseau d'électricité, sont très largement frappées, et le pays, qu'il sorte vainqueur ou qu'il sorte vaincu de cette confrontation, sera de toute façon très durablement affaibli par l'invasion russe. Donc le rapport de force extrêmement évolutif, et pour pouvoir le tracer, il faut des informations de terrain à suivre quasiment heure par heure, montre qu'aucune victoire n'a été remportée depuis 2 mois, ni par la Russie, qui prétendait obtenir une victoire rapide, ni par l'Ukraine, qui n'a pas réussi à remédier à la mutilation de sa souveraineté et à la mutilation infligée à son intégrité territoriale. Au contraire, et c'est ce qui me permet de glisser vers le troisième point, et vers ce qui est encore plus risqué qu'une analyse des causes du conflit, c'est-à-dire les différents scénarios qui se proposent à nous. Pour le moment, j'exclurais une discussion sur une victoire totale de la Russie en Ukraine. Le sort des armes est toujours incertain et on ne peut pas tabler dessus, mais dans les scénarios pour 2022, je vois un premier scénario qui serait un scénario de partition puis négociation avec établissement d'un traité de paix et une Ukraine dont les frontières seraient redessinées. Un deuxième scénario qui serait une renonciation de la Russie à continuer à mener une action armée dans le long terme, sous le coup des sanctions et sous le coup de la résistance des forces armées et de la société civile ukrainienne. Donc ce serait un scénario de renonciation. Et enfin, un troisième scénario qui n'est pas, à mon sens, irréel, qui est un scénario de la tension sur le long terme, sans établissement de négociation, sans établissement de traité de paix entre la Russie et l'Ukraine, et qui ferait que l'Ukraine resterait durablement une zone de conflit latent ou potentiel qui serait ravivée, exactement comme à moindre échelle la Russie avait entretenu la tension et continue d'entretenir la tension dans le Caucase et en Ukraine orientale. Donc ce sont les 3 scénarios que je vois actuellement, un scénario de partition et négociation, puis établissement d'un traité de paix, un scénario de renonciation de la Russie, ce serait une véritable victoire et pour les forces armées et la société civile ukrainienne, ainsi que pour l'Union européenne et sa série de sanctions sans précédent, et enfin une stratégie de la tension et du pourrissement qui ferait de l'Ukraine un champ de bataille pour des années et des années encore. En tout état de cause, et pour répondre à votre
votre question, monsieur le directeur, je ne vois pas, étant donné l'importance des enjeux et pour les pouvoirs publics russes, et pour les pouvoirs publics ukrainiens, et pour les pouvoirs publics européens, je ne vois pas une cessation des hostilités à brève échéance, et je redoute, comme depuis le début de ce conflit, je redoute un conflit qui dure encore plusieurs mois, malheureusement au détriment des vies civiles, dont on sait désormais qu'elles sont subies des pertes extrêmement importantes. Voilà, j'espère n'avoir pas trop excédé le cadre que vous m'avez tracé. Je suis évidemment très heureux de discuter avec vous des différentes hypothèses que j'ai avancées. Merci beaucoup, Monsieur Brett. Vous avez épuisé vos 7 minutes et un tout petit peu plus, mais à nouveau, c'était une lecture extrêmement riche de la situation sur le terrain, mais aussi les scénarios que vous avez esquissés. Donc, je n'ai pas osé vous interrompre et je pense à nouveau qu'on aura largement de revenir sur certains de vos propos. Merci beaucoup pour cet éclairage. Je vais passer la parole tout de suite à Mme Nicole Niessoto, donc vice-présidente de l'Institut Jacques Delors, peut-être sur les conséquences plus économiques et géopolitiques de la guerre pour l'Europe. Je sais que Nicole Niessoto a en particulier travaillé aussi sur la défense européenne. On voit une sorte de course aux armements quand même qui a relancé. Et voilà, on aimerait bien savoir un peu qu'est-ce que tout cela peut signifier pour l'Europe, pour la sécurité de l'Europe, mais aussi pour finalement la place de l'Europe dans le monde. Madame Niessoto. Merci beaucoup, Gilles, et je suis ravie de participer à ce dialogue. Je crois que la première réflexion, c'est de dire que pour l'Europe, cette guerre est à la fois un choc presque mortel, et un réveil. C'est un choc presque mortel parce que l'Union européenne découvre la vanité, l'obsolescence de tout ce à quoi elle croyait jusqu'à maintenant, c'est-à-dire cette idée que le commerce pacifie les mœurs, que l'interdépendance économique est un facteur de paix, que les intérêts économiques de Poutine feront qu'il n'osera jamais aller en guerre parce que ce n'est pas son intérêt. Cette idée aussi que ce n'est pas la peine que l'Europe s'occupe de sa sécurité, de sa défense, parce que les États-Unis le font très bien à 7000 km de là. Donc, tout ce corpus de croyances à la fois pacifistes et libérale de l'Union européenne, tout ce corpus s'est effondré le 24 février quand on a vu que, la guerre était là, que les intérêts économiques de Poutine ne comptaient pour pas grand-chose face à son obsession idéologique, que l'Europe était nue, que l'Europe ne pouvait pas se défendre et qu'il fallait donc faire quelque chose. Ça, c'est le premier point. Et toujours dans ce choc presque mortel, tout d'un coup, les équilibres et les relations traditionnelles entre les pays membres de l'Union se sont mis à évoluer. Et on est aujourd'hui dans un jeu de chaises musicales, si je puis dire, au sein de l'Union européenne, où le rôle de chacun n'est plus ce qu'il était. Je prends un exemple, l'Allemagne. L'Allemagne qui était le pays fort de l'Union européenne, même le leader de la politique de l'Union européenne en termes de rigueur économique, en termes de primat du dialogue et de la négociation sur l'usage de la force et la coercition, l'Allemagne est aujourd'hui en train de passer de leader à maillon faible de l'Union européenne. L'Allemagne se découvre dépendante de la Chine pour son commerce, dépendante de la Russie pour son gaz, dépendante des États-Unis pour sa défense et bientôt pour son gaz. Et donc l'Allemagne se retrouve une puissance très faible, très très faible, avec une souveraineté complètement irréelle. Et donc, un vrai choc psychologique, je crois, pour les Allemands. Et les Allemands, comme vous le savez, ont décidé de consacrer 100 milliards d'euros à leur défense, ont décidé de faire ce qu'ils n'avaient jamais voulu faire, vendre des armes à l'Ukraine. Et donc, on a une révolution stratégique et psychologique très importante au sein de l'Allemagne. La deuxième évolution, c'est la Pologne. La Pologne, qui était le pays le plus autoritaire de l'Union européenne, avec la Hongrie, le pays qui ne respecte pas l'état de droit, est en train de s'essayer de se refaire une vertu, pardonnez-moi l'expression, se refaire une vertu sur l'accueil des réfugiés ukrainiens. Alors, c'est vrai qu'elle en prend beaucoup, mais on sait aussi qu'elle ne prend pas les étudiants africains
qui étudiait en Ukraine, elle ne les prend pas, elle ne prend que les blancs ukrainiens, si vous me permettez de dire la vérité telle qu'elle est. Et donc j'espère que la Pologne ne profitera pas de son attitude vis-à-vis des réfugiés pour échapper aux sanctions auxquelles elle était soumise en vertu de ses infractions à l'état de droit, de même que la Hongrie. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que le couple entre la Hongrie et la Pologne, qui était le couple des autoritaires au sein de l'Union européenne, soudés l'un avec l'autre, qui se défendaient contre la Commission, ce couple a divorcé parce que M. Orban de Hongrie est très pro-poutinien, alors que la Pologne est anti-russe. Et donc là, il y a un éclatement de cet axe. Mais les deux, j'espère, après la guerre, seront soumis aux sanctions qu'ils méritent. Le Danemark, comme vous le savez, qui n'était pas intéressé par la défense européenne, a décidé de faire un référendum le 1er juin pour rejoindre la défense européenne. La Finlande et la Suède, qui étaient deux pays neutres de l'Union européenne, ont décidé de commencer un débat pour demander de rallier cette fois l'OTAN, de rentrer dans l'OTAN, alors que leur statut de leur neutralité les en empêchait jusqu'à maintenant. Et donc, on voit bien que tout cet équilibre des pays bouge au sein de l'Union. Donc ça, c'est le premier point, un vrai choc. Le deuxième point, c'est donc le réveil. Oui, l'Europe se réveille. Elle se réveille nue, mais elle se réveille avec, d'une part, un réarmement à peu près dans tous les pays, une augmentation des budgets de défense de plus 2, voire 3% pour certains pays, 3% pour la Roumanie, par exemple. Et alors, évidemment, un réarmement qui, pour l'instant, profite à l'OTAN, ce qui est tout à fait normal, puisque devant une menace aussi folle que celle de Poutine, on ne peut pas penser uniquement à la défense européenne qui n'existe pas, et donc c'est l'OTAN qui en profite. Mais je crois qu'il faut voir ça en séquence, et d'abord réarmer l'Europe, faire de la défense territoriale, bien sûr pour conforter le rôle de dissuasion de l'OTAN, mais ensuite, dans une autre séquence, quand la guerre sera finie, eh bien, les Européens vont avoir les moyens militaires et les budgets pour se consacrer en bonne intelligence avec les Américains à une plus grande responsabilité et une plus grande souveraineté en matière de défense. Donc, le réveil, il est là, avec un réveil de l'Allemagne qui sera un pays très différent de ce qu'on a connu. Ça, je crois que c'est le point important. Personne ne sait comment va évoluer l'Allemagne, mais quand on dépense 100 milliards d'euros pour sa défense, on a forcément une autre vision de la puissance que la puissance uniquement douce, commerciale, pacifique qui était celle de l'Allemagne autrefois, avec le passage à une responsabilité stratégique de l'Allemagne et peut-être une normalisation sur l'usage de la force. Donc ça, c'est le premier point, choc et réveil en même temps. Le deuxième point, c'est que je voudrais évoluer, et le dernier d'ailleurs, c'est une série de questions. Parce qu'on a passé, si je puis dire, d'un point de vue européen, on a passé une première étape relativement facile, qui est l'étape de l'émotion. Et quand on est ému devant un événement, on est tous unis, solidaires, solidaires avec les Ukrainiens, solidaires entre nous, et c'est la phase, je dirais, la plus normale, mais la plus facile. Après vient le temps des responsabilités, le temps de la puissance, véritablement, c'est-à-dire le temps des choix. Et on est peut-être arrivé là avec, donc je terminerai par là, 3 questions que les Européens doivent se poser. Nous sommes unis aujourd'hui dans les sanctions, dans la condamnation de l'invasion, mais nous sommes unis jusqu'à quel point, jusqu'où ira l'unité européenne, en particulier sur la fameuse question de l'embargo sur le gaz russe. Alors, c'est une question difficile quand on sait que l'Allemagne, qui fait à elle toute seule plus du tiers du PIB de la zone euro, est totalement dépendante du gaz russe. Toute l'industrie allemande est dépendante du gaz russe. Donc, c'est difficile pour l'Allemagne d'accepter cet embargo. Et moi, je comprends très bien que l'Allemagne ait du mal à le faire. Il faut 2 ans pour... le gaz, ce n'est pas transférable facilement, comme le charbon. Si on n'a plus de charbon russe, on peut acheter du charbon ailleurs. Mais le gaz liquéfié, ce n'est pas pareil. Donc, il y a une période de 2 ans très difficile pour les Allemands. Et moi, je suis loin d'accuser l'Allemagne d'égoïsme, comme le font certains États européens. Ce n'est pas par égoïsme, c'est par intérêt de ses concitoyens que l'Allemagne, pour l'instant, est dans une position un peu difficile. Deuxième question, qu'est-ce qu'on fait après? Qu'est-ce qu'on veut comme objectif, comme point final dans cette guerre? Est-ce qu'on veut, comme le disait Cyril Brett, le premier scénario, c'est-à-dire la partition de l'Ukraine? Est-ce qu'on veut le deuxième, la défaite, voire le regime change, l'abandon de Poutine?
Est-ce qu'on est sûr qu'on va éviter nous-mêmes d'être en guerre? C'est un scénario dont Cyril n'a pas parlé, mais que moi, je ne veux pas exclure. L'idée que malgré tout ce qu'on fait, on sera peut-être obligé d'aller dans une escalade. Je ne le souhaite pas, mais il y a une vraie question quand même ici. Et qu'est-ce qu'on fait surtout après de la Russie? La Russie, elle est là géographiquement. On ne peut pas faire comme si la Russie était en Afrique de l'Ouest. Elle est là, à côté de nous. Et donc, il faudra bien un jour ou l'autre, et j'espère assez vite, avoir une relation quelle qu'elle soit, mais la définir. Or, les Européens, pour l'instant, n'ont aucune réflexion sur le type de relation qu'ils veulent avoir après, avec quelle Russie, comment, etc., etc. Et donc, je voudrais conclure en disant que les Européens sont dans une phase difficile parce que, évidemment, la plus grande victime de cette affaire, c'est bien évidemment l'Ukraine et la population ukrainienne. Mais la deuxième victime, c'est l'Europe. Parce que les sanctions sont à double tranchant, nous allons souffrir, nos populations vont souffrir, en particulier de la hausse des prix de l'énergie, de la hausse des prix de certaines matières premières, comme vous, en Afrique, vous allez souffrir sur la hausse des prix du céréal. Nous allons souffrir beaucoup plus que les Américains. Je termine là-dessus. Pour les Américains, cette guerre n'est pas un risque. Pour l'Europe, c'est un risque de construction, un risque dans l'équilibre des pays et un risque dans son économie, et voire même sa sécurité. Alors que les Américains sont relativement tranquilles là-bas, vont vendre beaucoup plus de gaz, vont vendre beaucoup plus d'armes, vont consolider l'OTAN, et je crois que dans la relation transatlantique, cette divergence va peser. Merci beaucoup. J'espère aussi avoir tenu à peu près mon temps de parole. À peu près, mais c'était à nouveau extrêmement intéressant de vous entendre, madame, y compris sur les questions difficiles, disons, que vous avez posées à la fin et qui se posent pour l'Europe, y compris le risque d'escalade militaire. Je pense que c'est important de le souligner, puisqu'on parle de ces derniers jours de livraison quand même aussi cette fois-ci de moyens aériens, ce qui semblait être exclu jusque-là. Donc, on se pose la question, effectivement, est-ce que l'Europe aussi ne va pas, d'une certaine manière, réellement entrer en guerre et avec des risques extrêmement importants. Merci beaucoup pour cet éclairage. Alors maintenant, les lectures africaines, puisque l'idée de cette discussion, c'est d'avoir ces regards croisés. Donc, je vais donner la parole à l'ambassadeur Frédéric Bouga de l'Union africaine, qui a une expérience aussi militaire à la MISOM en Somalie et qui connaît ces questions de sécurité et de défense. Peut-être en lui disant, au fond, beaucoup de médias se sont très vite interrogés sur les votes africains au Conseil de sécurité et avec un peu, du côté occidental, un sentiment de surprise qu'il n'y ait pas un alignement total sur les positions, notamment occidentales. Donc, ambassadeur Ngoga, quelle est votre lecture, des lectures africaines de ce conflit? D'abord, Gilles, j'aimerais d'abord vous remercier pour l'invitation. Je trouve les interventions de Cyril Brett et de Nicole Niesoto, si je prononce bien le nom, très intéressantes. D'abord, j'aimerais dire que c'est une tragédie ce qui se passe en Ukraine. C'est une tragédie parce qu'il y a des vies humaines qui sont perdues chaque jour. Et je trouve que n'importe quel être humain devrait être concerné par ce qui se passe. Et je pense que l'Afrique, je pense que souvent les positions africaines sont mal interprétées. On est très, très inquiet par rapport à ce qui se passe et les conséquences, surtout pour notre continent. Et ici, j'aimerais rappeler que le 24 février, le lendemain de l'invasion russe, j'aimerais rappeler que le président Macky Sall, qui est le président en exercice de l'Union africaine, et le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, ont donc fait une déclaration où ils appelaient donc à cesser le feu et à un dialogue politique pour résoudre les différends sous l'égide des Nations Unies. Ça, c'était la première déclaration. Je rappelle également qu'ils se sont également exprimés le 28 février, encore une fois, pour appeler à cesser le feu. Et ils se sont entretenus non seulement avec, comment il s'appelle, le président Vladimir Poutine de la Russie, ils se sont également entretenus avec le président Zelensky, qui par ailleurs a demandé à s'adresser à l'Union africaine. Mais ici, j'aimerais dire une chose. Le continent africain, c'est 55 pays. Souvent, on dit 54, mais nous, l'Union africaine, on dit 55. C'est 55 pays et on ne peut pas s'attendre à ce que les 57 pays puissent avoir la même position sur une question aussi politique que la guerre en Ukraine. Je pense que même au sein de l'Union européenne, c'est la même chose.
Nous, ce qu'on observe, c'est que la plupart des pays africains ils sont plus ils ont adopté les principes du non-alignement, qui est un principe qui a été adopté durant la guerre froide. Et ils disent tous qu'ils sont en majorité non alignés. Mais je rappelle également quand même qu'ils se sont exprimés à plusieurs reprises par rapport à cette situation-là. Et quand on regarde le vote qui a eu lieu le 27 février au niveau de l'Assemblée générale, nous avons quand même 28 pays africains qui ont condamné donc l'intervention russe. Nous avons 17 qui se sont abstenus et nous en avons 8 qui n'ont pas voté. Maintenant, c'est lorsqu'on est parti donc au niveau du Conseil des droits de l'homme à Genève, alors là, il y a eu des inquiétudes par rapport à ce vote-là. D'abord, c'est un précédent qu'on avait mettre en avant. Et donc, beaucoup de pays se sont interrogés, se sont dit, ah, ça nous rappelle la Libye en 2011. Parce que la Libye, en 2011, elle a été aussi, donc on l'a exclue du Conseil des droits de l'homme, après on l'a bombardée. Et ici, il y a quelque chose aussi qui est quand même assez choquant pour les Africains, c'est que je pense que premièrement, on regarde comment les Africains sont traités quand ils sont en train de quitter l'Ukraine, ou ils essaient de quitter l'Ukraine, donc l'hypocrisie qui existe. Et deuxièmement, c'est que la loi internationale, en quelque sorte, ça marche, quand on veut, ça marche, et quand on ne veut pas, ça ne marche pas. Donc, il y a ce problème-là qui se pose. Mais j'aimerais ici me focaliser sur les inquiétudes africaines en réalité en ce moment. D'abord, c'est les inquiétudes par rapport à la sécurité. Après le Covid-19, nos économies ont connu des difficultés énormes. Et aujourd'hui, avec la montée du prix du pétrole et l'insécurité alimentaire, donc on est vraiment inquiet qu'il y aura des soulèvements populaires dans certains de nos pays. D'ailleurs, on commence déjà à le voir. Donc, ça, c'est la première inquiétude. Deuxièmement, c'est tout ce qui est lié au retour des coups d'État. Rappelez-vous, d'abord, on a connu des coups d'État dans 3 pays africains, notamment le Mali, le Burkina et la Guinée. Et ici, il y a des inquiétudes que si vous êtes pro-russe ou si vous êtes pro-Occident, donc les risques de coups d'État vont augmenter dans les jours à venir sur le continent africain. Troisièmement, la chose qui nous inquiète énormément, c'est qui est lié d'abord à tout ce qui est financement des opérations de maintien de la paix sur le continent africain. Comme vous le savez, beaucoup de nos opérations de maintien de la paix sont financées par ce qu'on appelle le Fonds européen pour la paix et la sécurité. Le Fonds européen pour la paix et la sécurité, c'est 5 milliards sur une période de 5 ans, 2017 à 2021. Et le gros de ces fonds va être alloué, et a déjà commencé à être alloué, je pense 1 milliard a déjà été alloué à l'Ukraine, ce qui veut dire que les opérations de maintien de la paix, comme le G5 Sahel, ou l'ATMIS en Somalie, ou le FMM au niveau du bassin de lac Tchad, donc toutes ces opérations de maintien de la paix vont être affectées. Quatrièmement, nous sommes inquiets avec tout ce qu'on appelle la prolifération, donc tout ce qui est des armes biologiques ou bien la cybercriminalité. Souvent, les gens ne le pensent pas, mais pour nous, notre inquiétude, c'est que si ces armes biologiques, par exemple, ou chimiques, tombent dans les mains des groupes terroristes ou ailleurs, ça, c'est une inquiétude qui est très grave pour nous. L'autre inquiétude, c'est que nous avons aussi ce que nous appelons les groupes, je vais le dire en anglais parce qu'on s'exprime tellement en anglais que maintenant on a tout, non-state armed actors. Ici, je parle des groupes mercenaires qui existent au niveau du continent africain. Nous voyons ces derniers temps certains d'entre eux qui commencent déjà à partir. Et donc, quand ils partent, ils créent un vide. Et ça crée aussi de l'insécurité. Les gens n'en parlent pas, mais c'est un problème qui est réel, qui est là. Et leur présence aussi crée de l'insécurité parce que donc ça a un effet multiplicateur. Donc ça aussi, ça nous inquiète. L'autre chose qui nous inquiète par rapport à tout ce qui est sécuritaire, c'est, par exemple, nous voyons que, vous savez, dans les opérations de maintien de la paix des Nations Unies, par exemple, au niveau de la MONUSCO, les Ukrainiens contribuent plus de 300 personnels et ils ont plus de 8 avions et des hélicoptères et des Antonov qu'ils utilisent pour le transport des troupes. Et nous sommes assez inquiets que dans certaines missions des Nations Unies, donc les Ukrainiens vont retirer donc leurs avions. Nous savons déjà qu'en Somalie, par exemple, ils ont 2 hélicoptères et ils ont 2 Antonov qui sont très importants pour la mission. Et on a des inquiétudes au niveau des déplacements par rapport à cela. L'autre chose qui
qui nous inquiète, c'est au niveau de tout ce qui est diplomatique. Nous avons des inquiétudes au niveau diplomatique parce que nous allons avoir un Conseil de sécurité qui va être bloqué. Jusqu'à présent, nous avons la chance qu'au niveau du Conseil de sécurité, en tout cas sur les dossiers africains, notamment, on a fait le test avec la mission de transition en Somalie. Là, on a vu quand même qu'ils n'ont pas bloqué, il n'y a pas eu de blocage et que tout s'est bien passé. Mais on est inquiet qu'à l'avenir, donc les dossiers africains pourront être affectés par des tensions aussi du Conseil de sécurité des Nations Unies. Mais plus encore, c'est que nous avons des inquiétudes qu'au niveau du continent, on soit divisé. Parce que, comme vous le savez, il y a beaucoup de pression pour prendre position par rapport à cette question-là. Donc ça nous inquiète énormément. L'autre chose que j'aimerais dire ici, c'est que, sans trop tarder, je ne sais pas si j'ai assez de minutes, on comprend qu'à partir du 3 mars, le président Zelensky a appelé ce qu'on appelle, il a créé une sorte de légion étrangère qui est partie se battre. On nous dit aujourd'hui qu'il y a plus de 16 000 combattants qui viennent d'un peu partout dans le monde, y compris en Afrique. Et nous, ce qui nous inquiète, c'est que ces gens-là, quand ils vont retourner, ils pourront nous créer des problèmes. Donc ça, c'est quelque chose qui inquiète pas mal de gens au niveau du continent africain. Et ici, donc, et bien sûr, toujours dans le cadre de la sécurité, c'est tout ce qui est lié donc aux armes nucléaires. Je pense qu'il y a quelques temps, quand on parlait donc, de risque d'une guerre nucléaire, tout le monde pensait que ce n'était pas possible. Mais aujourd'hui, il y a cette possibilité-là et ça nous inquiète. Et nous, au niveau du continent africain, comme vous le savez, nous avons signé la convention de Pelindaba qui bannit donc tout ce qui est armes nucléaires au niveau du continent africain. Maintenant, j'aimerais parler, on ne parle pas d'opportunité quand il s'agit d'une guerre. Je trouve que c'est un mot qui n'est pas approprié, mais je trouve qu'il y a des choses quand même qu'on peut faire ensemble. Ici, je parle de l'Europe et de l'Afrique. Premièrement, je pense que la première chose qu'il faut faire, c'est utiliser, par exemple, les mécanismes qu'on a utilisés pour le COVAX, donc créer des cadres de solidarité pour s'entraider. Nous avons 10 pays africains qui produisent du pétrole sur le continent africain. Peut-être qu'on peut travailler ensemble pour voir comment ces 10 pays peuvent augmenter leur production et aider les pays qui sont plus vulnérables. Ça, c'est de 1. Nous avons des pays qui produisent du blé sur le continent africain. D'ailleurs, ici, je profite de l'occasion pour saluer l'initiative Farm du président Macky Sall et du président Macron, qui est, je le dis en anglais, Food and Agriculture Resilience Mission. C'est une initiative qui a été lancée, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est une initiative qui pourra aider donc les pays non seulement à augmenter la production, mais à s'entraider aussi en Europe et en Afrique. Donc, nous savons aussi que l'Europe, dans sa transition écologique, a besoin de certains minerais, notamment le nickel, le platinum et autres. Et donc, on pourrait travailler ensemble pour voir comment avoir des accords gagnant-gagnant donc pour les pays africains et pour les pays européens, pour voir comment s'entraider. Mais ici, donc, sans trop parler, parce que je pense qu'on va échanger donc dans la discussion, j'aimerais quand même rappeler que c'est une tragédie humaine. C'est une tragédie humaine, comme c'est une tragédie humaine de voir les gens qui souffrent en RDC, à l'est du Congo, comme c'est une tragédie humaine de voir les gens qui souffrent dans le Sahel. Et je pense qu'il est temps qu'on se traite tous d'égal à égal. Et je pense que quelque part, les gens ne comprennent pas trop l'Afrique, mais l'Afrique ne dit pas que c'est une tragédie. L'Afrique dit seulement que c'est une tragédie, que ça doit être une leçon pour nous tous, et l'importance surtout du droit international qui doit primer dans tout ce que nous faisons. Voilà, donc Gilles, c'est ce que je peux dire pour le moment, mais je pense qu'on va échanger avec les autres intervenants. Je vous remercie. Merci beaucoup, Frédéric. Je pense là encore, beaucoup de richesse dans cette intervention et des aspects, je dois dire, qu'on ne voit pas au premier chef en termes de conséquences. Par exemple, ce que vous avez dit sur les missions de paix. Je pense qu'effectivement, à RDC aussi, il y a déjà des hélicoptères ukrainiens qui doivent être rapatriés. Donc, on voit bien qu'il y a des impacts absolument partout de ce conflit. Merci beaucoup pour cette clarification également de la diversité des lectures africaines de ce conflit.
Professeur Cyril Babangaï, alors 3 interventions avant vous, mais je suis sûr que vous avez cependant des choses nouvelles aussi à nous apprendre et surtout votre regard plus de chercheur sur les questions de paix et de sécurité, mais aussi vous avez été conseiller économique au Sénégal, donc peut-être aussi des éléments sur les conséquences économiques et donc politiques, parce qu'au fond, les deux se suivent chaque fois sur le continent africain. Professeur Gaye. Merci beaucoup, Dr Yabi. C'est un plaisir pour moi de participer à ce panel. J'en profite pour remercier Wati et l'Institut de l'Or de m'avoir invité à cet échange de points de vue sur une crise majeure qui affecte les relations internationales. Parce que la crise en Ukraine, la guerre entre l'Ukraine et la Russie interpelle les relations internationales. Pourquoi ? Parce qu'en dernière instance, c'est la sécurité collective du monde qui est concernée. Aujourd'hui, ce conflit a des implications sur l'équilibre stratégique du monde, mais en même temps a des conséquences sur comment aujourd'hui faire en sorte que le multilatéralisme qui a été au cœur des relations internationales puisse refaire surface et être également un outil de résolution des conflits. Assurément, ce conflit nous interpelle parce que l'Afrique est non seulement partie prenante des relations internationales, mais également l'Afrique vit les conséquences de ce conflit. Et la question que je me pose en abordant ce thème est de savoir pourquoi l'Afrique qui n'est pas enchâssée dans la profondeur stratégique et géopolitique de cette crise, pourquoi l'Afrique est affectée par ce conflit. C'est ça en fait ce paradoxe apparent que si on a une première lecture en disant que ce conflit qui se passe en Europe, ça ne concerne que les Européens, donc l'Afrique n'est pas concernée. Mais quand on y réfléchit et qu'on aborde aujourd'hui cette crise entre l'Ukraine et la Russie d'une part, et entre l'Occident et la Russie, on se rend compte aujourd'hui que l'Afrique, bien qu'elle n'était pas enchâssée dans cette profondeur géostratégique aujourd'hui, est interpellée. Et comment l'Afrique est interpellée? L'Afrique est concernée à travers 2 dimensions sur lesquelles je vais revenir. Un, c'est que ce conflit a des implications en termes de choc exogène. L'Afrique vit ce conflit d'abord comme un choc exogène, je vais y revenir. Et deuxièmement, ce conflit se déroule dans un contexte de reconfiguration de la puissance à l'échelle mondiale. Et cette reconfiguration interpelle l'Afrique parce que l'Afrique devient un enjeu dans ce renouveau du monde, dans cette redéfinition des relations internationales, mais en même temps dans ce que j'appelle cette nouvelle aventure qui s'ouvre et dont on ne maîtrise pas les tenants et les aboutissants. Donc je dis que ce conflit nous interpelle parce que depuis la fin de la guerre froide, c'est un des conflits qui a des conséquences non seulement sur le vécu des populations en termes de drames, tel que on l'a souligné, le peuple ukrainien est en train de payer un lourd tribut à cette violence aveugle et à dénoncer. Cette violence aussi que nous connaissons en Afrique depuis plusieurs années et fait que notre continent également fait face à un certain nombre de conflits dont la non-résolution a fait qu'également l'Afrique est toujours dans cette quête de sécurité collective. Donc la sécurité collective de l'Occident qui est menacée nous rappelle aussi notre devenir passé et actuel d'un continent en quête d'une maîtrise de sa sécurité collective. Ça, c'est le premier élément. Le second élément, ce conflit se déroule dans un contexte de crise du multilatéralisme. C'est ça également qui explique comment ce conflit aussi a débouché sur des directions non souhaitées. Parce que généralement, quand il y a un conflit d'envergure, l'ONU, qui est véritablement l'outil principal de résolution des conflits, l'ONU est en première ligne. Or, dans ce conflit, un des belligérants est membre permanent du Conseil de sécurité. Et ce membre permanent du Conseil de sécurité a la capacité de bloquer l'institution onusienne, ce qui fait que l'ONU ne peut que constater aujourd'hui
cette situation déplorable parce que l'ONU n'a pas de prise sur la résolution de ce conflit. Et le troisième élément, c'est que l'Europe, qui est sortie renforcer la fin de la guerre froide, aujourd'hui est dans une situation d'impasse redoutable. Et à rebours, on se rend compte, est-ce que les Européens n'avaient pas commis d'erreurs stratégiques à la fin de la guerre froide, en sous-estimant trois questions qui me paraissent importantes. Le premier élément, c'est la question de la défense européenne. Comment construire une défense européenne indépendante des États-Unis qui fait que l'Europe pourra avoir la plénitude, en fait, d'avoir les moyens d'assurer sa propre défense, non pas toujours sous le parapluie américain. Et deuxièmement, on se rend compte que aussi, le fait qu'après la fin de la guerre froide, il y a un élargissement de l'OTAN vers les frontières soviétiques, vers les frontières russes, cela aussi n'a pas été analysé. Et aujourd'hui, on se rend compte que quel que soit le camp sur lequel on se trouve, que cette question-là doit être rediscutée. Et le troisième élément, c'est que l'Europe, après la fin de la guerre froide, n'a pas intégré la Russie dans la construction d'une nouvelle Europe. Et je pense que c'est une occasion rêvée de pouvoir amener les Russes à véritablement faire partie de l'Europe, tel que le général de Gaulle l'avait imaginé, l'Europe de l'Atlantique à l'Oural, et que Gorbatchev l'avait souhaité à travers la Maison commune européenne. Donc, ce sont ces constats qu'on ne peut pas ne pas faire quand on ne peut pas tomber dans une lecture tout à fait synchronique de cette crise. Il faut avoir une lecture plutôt diachronique. Et chemin faisant, en quoi cette crise nous intéresse? Cette crise, en quoi l'Afrique interprète par la crise? Et je l'aborde, cette question, à travers la problématique des chocs exogènes. L'Afrique vit cette tension, cette guerre sous l'angle d'un choc exogène. Il y a de cela 2 ans, on a été frappé de plein fouet par la COVID-19, qui a été un choc exogène qui a véritablement affaibli nos économies, nos systèmes de santé, nos finances publiques, et également la vie en société, parce que le confinement a été dramatique. Et aussitôt après, du moins au même moment, parce que la Covid n'est pas terminée, il y a un autre choc exogène, c'est les conséquences du conflit en Ukraine. Pourquoi? Parce que l'Afrique est dépendante dans son approvisionnement d'un certain nombre de produits qui viennent de l'Ukraine et de la Russie, comme le blé, le maïs, le pétrole, les engrais. Et aujourd'hui, on assiste à une raréfaction, un renchérissement des prix. Et cela est aujourd'hui de nature à affaiblir toute la relance post-Covid dans nos États. À cela également, s'y ajoute le fait que ce choc exogène montre une fois de plus nos vulnérabilités. L'Afrique fait face à 5 vulnérabilités depuis bientôt 60 ans. La première vulnérabilité, c'est que le continent ne produit pas assez ce qu'il mange. Les Africains ne produisent pas assez ce qu'ils mangent. Deuxième vulnérabilité, nos systèmes de santé ne sont pas efficaces pour faire face à des pandémies comme la COVID-19 et même à des maladies moins graves. Et troisième vulnérabilité, nous ne maîtrisons pas la problématique de l'énergie. Or, sans énergie, on ne peut pas s'industrialiser. Et quatrième vulnérabilité, c'est la question de la sécurité collective. L'Afrique n'arrive pas à assurer sa sécurité collective, ce qui fait que c'est le continent où il y a le plus grand nombre d'opérations de maintien de la paix. Et les conflits interarmés deviennent des conflits récurrents, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et enfin, cinquième vulnérabilité, c'est les vulnérabilités liées au changement climatique et qui font qu'aujourd'hui, il y a non seulement des crises autour de la question du foncier et des conflits entre communautés. Donc, ces chocs exogènes, notamment celles que nous vivons, mettent en élucidation, en fait, l'importance que les Africains doivent accorder à résoudre ces vulnérabilités. Et enfin, un troisième élément qui me paraît très important, c'est que aussi cette crise, malheureusement, a montré que dans la gestion de la crise migratoire,
la gestion des migrants qui quittaient l'Ukraine pour aller en Europe, on se rend compte que les Africains ont été victimes de discrimination. Et cette dimension montre une fois de plus qu'il y a souvent deux poids et deux mesures quand il s'agit d'adresser des questions essentielles comme les questions humanitaires. Et cela, quand même, pour nous, Africains, elle est centrale. C'est-à-dire, au-delà du discours convenu sur la nécessité d'avoir un ordre international, la nécessité, en fait, de respecter le droit international, notamment le droit humanitaire international et la Convention de Genève, on se rend compte que sur le terrain en Europe, il n'y a pas en fait un traitement égal quand il s'agit des migrants. Et cela nous interpelle. Et cela également doit pousser nos partenaires européens à réfléchir. Parce que l'opinion publique en Afrique a changé. Et ce changement en fait d'opinion publique avec l'avènement des jeunes, d'intellectuels, la puissance des réseaux sociaux, tout cela montre qu'au niveau en fait de l'Africain moyen, cette crise en Ukraine aussi est le reflet d'une certaine manière d'une vision paternaliste que l'Europe a vis-à-vis de l'Afrique. Et je pense que cela, nos amis européens doivent faire très attention. Et enfin, dernier point, je n'ai pas assez de temps, c'est que ce conflit aussi se déroule dans un contexte de reconfiguration de la puissance à l'échelle mondiale. C'est-à-dire que le monde tel que nous l'avons connu est un monde qui change. Et ce changement va malheureusement entraîner des crises, des tensions et des guerres. Au-delà, en fait, de l'émotion soulevée par ce qui se passe en Ukraine et qui est tout à fait légitime, c'est qu'en fait, il y a de nouveaux acteurs qui contestent l'hégémonie occidentale et notamment américaine. Et parmi lesquels, il y a la Russie, la Chine, l'Inde, tous les pays de BRICS. Et ces pays-là, aujourd'hui, remettent en cause l'ordre international établi depuis la Deuxième Guerre mondiale et veulent aujourd'hui avoir leur part dans cette quête d'hégémonie également et de puissance. Il se trouve que l'Afrique est interpellée par cela. Au moment où je parle, il y a aujourd'hui un changement d'alliance, de partenariat stratégique au Mali. Et ce changement de partenariat stratégique qui s'est fait par le départ des Barkhane et l'arrivée en puissance des Russes montre une fois de plus que l'Afrique devient un enjeu, un continent qui a un intérêt stratégique. On pourrait parler également de la présence très forte de la Chine sur le continent. Et la Chine même est maintenant impliquée dans la résolution des conflits. La Chine vient de nommer un envoyé spécial pour l'Afrique de l'Est et les Grands Lacs. Ça, c'est passé inaperçu. Mais quand j'ai vu la dépêche, ça montre une fois de plus que même sur les questions politiques et sécurité, la Chine est engagée. Il en est de même d'autres acteurs comme les pays du Golfe. Aujourd'hui, c'est à Doha que se tiennent les pourparlers entre le gouvernement tchadien et les fractions politico-militaires. Donc, comment aujourd'hui les pays du Golfe sont intéressés à avoir un positionnement en profondeur. Il en est de même pour l'Inde, pour l'Afrique, etc. Au même moment où les anciennes puissances coloniales aujourd'hui ont beaucoup de difficultés à refonder leur politique vis-à-vis de l'Afrique, à refonder leur partenariat à l'Afrique. C'est ça aujourd'hui ce problème, cette situation. L'Europe, la France et les anciennes puissances ont beaucoup de difficultés à refonder les relations avec l'Afrique. Et l'Afrique, aujourd'hui, a un champ immense d'opportunités en matière de partenariat et cela véritablement va renforcer la compétition entre les anciennes puissances coloniales et un nouveau partenaire. Et la crise Ukraine, la crise qui se passe en Ukraine, au-delà de tout ce que je viens de décrire, n'est que le début n'est que le début en fait d'une nouvelle mutation dans les relations internationales. Et les Africains doivent être très vigilants. Nous ne devons pas, je vais conclure, les Africains, oui, s'il vous plaît. Nous ne devons pas commettre les erreurs graves qu'on avait commises pendant la guerre froide, en s'alignant de manière mécanique sur l'un ou l'autre des camps. Nous devons nous battre pour avoir une autonomie stratégique. Et cette question de l'autonomie stratégique doit être posée au niveau des organisations internationales comme l'Union africaine, des organisations régionales, au niveau des États. En tout cas, les opinions publiques, les chercheurs et les intellectuels africains ont montré que si aujourd'hui l'Afrique doit exister dans les relations internationales, l'Afrique doit se battre pour avoir une autonomie stratégique. Je vous remercie.
Merci beaucoup, professeur Gaye. Je pense que là, on a vraiment un spectre très, très large de questions. Et c'était bien de terminer par vous parce qu'effectivement, vous mettez le doigt sur voilà, ces grandes mutations. Au-delà de la guerre actuelle, c'est vraiment peut-être une nouvelle époque quasiment des relations internationales qui s'ouvre avec ces reconfigurations de pouvoir, d'hégémonie au niveau mondial. Et effectivement, cet appel à l'autonomie stratégique de l'Afrique, je retrouve cet élément dans beaucoup de commentaires et de questions hein, sur oui, mais d'accord, mais par où on commence? Comment construire cette autonomie stratégique dans les conditions actuelles? Je pense qu'on y reviendra et je poserai la question à peut-être que l'ambassadeur Ngoga pourra également rebondir là-dessus. Qu'est-ce qu'au fond, quelles sont les leçons aussi que l'Union africaine pourrait tirer et commencer déjà à tirer de cette guerre et de ses implications? Alors, je savais que ça allait être compliqué. On n'a pas beaucoup de temps. Il nous reste à peu près une demi-heure. On va essayer de rester dans le temps. J'ai beaucoup de questions, mais je vais privilégier les questions des participants à ces discussions. Je vais sans doute glisser quelques-unes des miennes dans ce lot. Et je vais vous demander peut-être de réagir. Vous avez mentionné la Chine, professeur Bamba Gaye, et je pense que cela n'avait pas été fait jusque-là dans les différentes interventions. Madame Yesoto a parlé des États-Unis, finalement pas très affectés, et peut-être est-ce qu'on peut considérer même comme éventuellement gagnant, si on peut parler ainsi de cette reconfiguration, en tout cas de la guerre en Ukraine, par les ventes d'armes, par le fait qu'ils ne sont pas menacés sur leur territoire, par finalement le renforcement de l'OTAN, dont ils sont quand même la force motrice. Et au fond, quid de la Chine? Est-ce qu'au fond, un plus grand gagnant, ce n'est pas la Chine qui a une position très équilibrée et qui, d'une certaine manière, peut-être attend tranquillement justement de voir un peu l'Europe s'affaiblir, mais aussi le bloc occidental s'affaiblir. Donc peut-être, je vais demander à Madame Yesoto de rebondir sur cette question. Et voilà, peut-être qu'on va commencer par là et je vais peut-être ajouter aussi la question de la montée en puissance militaire de l'Allemagne. Qu'est-ce que ça signifie pour la France? Puisque au fond, je pense que militairement, la France est aussi considérée comme l'une des grandes puissances militaires européennes. Et donc, est-ce que cette montée en puissance militaire de l'Allemagne, ça va d'une certaine manière faire un couple franco-allemand plus fort? Ou est-ce qu'au fond, on peut aussi avoir une forme de rivalité en réalité entre ces deux puissances militaires? Merci, ce sont deux questions très importantes. Sur la Chine, je ne dirais pas que la Chine est gagnante. On a toujours on a toujours le réflexe quand ça va mal en Occident de dire la Chine gagne. On l'a dit sur le Covid également, c'est pas vrai. Quand on voit ce qui se passe aujourd'hui en Chine, la Chine est de nouveau en prise avec le Covid. Quand une ville comme Shanghai, 25 millions d'habitants, est confinée depuis un mois, on ne peut pas dire que ce soit une grande victoire de la Chine. Mais pour en revenir à la guerre, je ne pense pas que la Chine soit gagnante. La Chine est très ambivalente sur cette affaire. Bien évidemment, elle n'a pas condamné et elle se refuse à condamner la Russie. Mais elle fait très attention également parce que, contrairement à la Russie, la Chine est très imbriquée dans la mondialisation économique, ce qui n'est pas le cas de la Chine. La Chine a une économie de rente et elle n'a pas développé une économie, une industrie qui joue sur l'interdépendance et l'excellence de ses productions. La Chine, oui. Et donc, je crois que la Chine essaye de tenir une ligne très, comment dit-on, très subtile, qui est le soutien idéologique à Poutine, c'est-à-dire le soutien des autocrates contre le clan des démocraties. Et d'ailleurs, ils ont signé le 4 février un texte très long pour une amitié indéfectible où ils prônent une nouvelle forme de démocratie universelle, c'est le terme employé dans cette déclaration, une démocratie universelle à la chinoise et à la russe. Donc, soutien très fort idéologique à Poutine, mais prudence, parce qu'il ne faut surtout pas que la Chine soit soumise directement ou indirectement à des sanctions qui remettraient en cause son développement économique. Donc, plus que la Russie, la Chine a besoin de garder l'ouverture du commerce international. Elle n'a aucun intérêt à un recentrage de la mondialisation en différents blocs concurrents. Donc, je pense que la Chine
très prudente et de même sur Taïwan, certains disent mais la Chine va profiter, peut-être faire quelque chose sur Taïwan parce que les Américains sont tellement occupés en Ukraine qu'elle pense avoir quartier libre. Je ne suis pas sûre. Pourquoi? Parce que les Chinois ont vu à quel point l'Occident réagissait à l'affaire russe beaucoup plus fortement et de façon beaucoup plus unie qu'on aurait pu l'espérer, et en tout cas que Poutine lui-même l'avait anticipé. Donc ça, c'est pour la Chine. Pour l'Allemagne, la montée en puissance militaire de l'Allemagne, c'est la meilleure nouvelle qui puisse arriver pour la France et surtout pour la défense européenne. On avait deux armées très puissantes dans l'Union européenne, c'était la Grande-Bretagne et la France. Les Anglais sont partis, ce qui pour la défense européenne est une bonne chose parce que de toute façon, ils mettaient un veto à tout. Donc, pour l'instant, ils sont partis, c'est très bien, mais en matière de défense de l'Europe, la France se retrouvait un peu seule. Là, si on a maintenant une Allemagne qui devient un pays sérieux sur le plan militaire, avec non seulement une augmentation des budgets de défense, parce que ça, on peut augmenter les budgets de défense et décider de rester chez soi, mais si l'Allemagne fait aussi une vraie révolution sur sur sa responsabilité dans le monde, sur le fait que l'Europe doit pouvoir non pas utiliser la force n'importe comment, mais doit pouvoir avoir une crédibilité militaire pour être respectée dans le système international. Et donc, si l'Allemagne et la France ensemble construisent une vraie défense européenne avec un concept européen d'emploi de la force, avec une façon européenne de penser la sécurité internationale qui ne sera pas celle des Américains, je pense que c'est une très bonne chose pour la France et pour l'Europe. Merci beaucoup, merci. Je pense à nouveau que tout cela nous enrichit tous sur toutes les dimensions géopolitiques de cette crise. Il y a aussi une question de la part des participants sur les implications au fond de ce qui se passe pour l'Afrique sur le plan sécuritaire, notamment avec les partenariats de la Russie avec un certain nombre de pays africains. Il y avait aussi une question sur l'usage des réseaux sociaux. C'est vrai que la Russie est aussi très active en termes de cyberattaques ou de cyber-influence. Alors, je ne sais pas si peut-être l'ambassadeur Ngoga voulait réagir un peu par rapport à qu'est-ce que ça peut impliquer pour les partenariats des pays africains et est-ce que ça n'affaiblit pas la possibilité d'avoir dans des espaces, par exemple communautaires, si on prend la C2AO ou même d'autres espaces, d'avoir une vraie vision collective de la sécurité et des partenariats. Si on a d'un côté, dans une même communauté régionale, des pays très engagés militairement avec la Russie, et de l'autre côté, des pays très engagés avec la France et les États-Unis. Qu'est-ce que ça signifie sur la possibilité d'avoir une vision collective, finalement, aussi au niveau africain? Merci, Gilles. Je pense qu'il y a quelque chose que je dois dire ici et je saute sur un des commentaires du professeur Agaï. Je pense qu'en gros, les Africains ne sont pas pro-Russie ou pro-occidentaux ou pro-Ukraine, nous sommes pro-Afrique. Et c'est ça qui est le plus important. Nous avons des intérêts qui sont propres à nous et nous travaillons avec tous les gens qui peuvent nous aider à avancer nos intérêts. Et je pense que c'est ça le message qui est en train d'être véhiculé aujourd'hui, c'est que nous avons nos intérêts à nous et que nous allons travailler avec tous les gens qui veulent travailler avec nous. Deuxièmement, aujourd'hui, le débat, c'est sur la solidarité africaine. Parce que nous avons vu, même lorsqu'il y a eu le Covid, comment il y a eu ce qu'on a appelé, certains ont appelé l'inégalité en ce qui concerne les vaccins ou bien l'apartheid avec les vaccins. Donc maintenant, aujourd'hui, on se dit, tiens, aujourd'hui, ce qu'on devrait faire, c'est de voir d'abord comment, par exemple, faire la mutualisation des efforts en ce qui concerne la sécurité. Toute cette logique de dire, oui, nous allons attendre les partenaires qui vont venir d'ailleurs pour pouvoir nous aider. S'ils viennent, tant mieux, mais d'abord, comptons sur nous-mêmes. Par exemple, l'autre jour, j'étais dans un débat sur la situation au Sahel. Et les gens disaient, mais les djihadistes, ils font la mutualisation des efforts. Pourquoi est-ce que nous ne pourrions pas faire notre mutualisation des efforts pour combattre le terrorisme au niveau du Sahel? Au niveau, j'ai parlé de la montée des prix du pétrole et le fait que nous avons 10 pays qui sont producteurs de pétrole et qui peuvent vraiment nous aider à aider les plus vulnérables. Certains de nos pays produisent du blé, mais à suffisance. Pourquoi est-ce qu'on ne s'organise pas pour produire plus et pour pouvoir aider? Donc, le débat, c'est sur plus la solidarité. J'aimerais aussi dire que nous avons un sommet du 25 au 27 mai
qui aura lieu à Malabo. Et il y aura 3 thèmes qui vont être étudiés, notamment donc la crise humanitaire, parce que nous connaissons en ce moment une crise humanitaire sur le continent africain. Il y a beaucoup de pays qui sont en train de souffrir de la famine. Et nous allons aussi discuter de tout ce qui concerne le terrorisme et surtout les changements anticonstitutionnels qu'on a vus ces derniers temps en Afrique. Mais il y aura bien sûr des discussions sur l'impact donc de la crise en Ukraine sur le continent africain, l'impact sécuritaire, l'impact économique, mais surtout voir comment les gens peuvent travailler ensemble. Le professeur Gay a dit quelque chose qui est très réel. Aujourd'hui, nous n'avons plus un monde unipolaire, nous avons un monde multipolaire. Et les pays aujourd'hui disent, bon, si moi j'ai besoin d'une route et que la Chine me donne la route, où est le problème? Si j'ai besoin d'armer mes troupes pour qu'ils puissent aller faire des missions de la paix et qu'un autre pays m'offre cette assistance-là, pour nous, il n'y a pas de problème. Donc voilà, il y a ce changement qui est en train de s'opérer, mais c'est vrai que l'ordre mondial, comme on le connaissait, a changé. Et aujourd'hui, donc les gens se disent peut-être qu'il est temps de réformer le Conseil de sécurité des Nations Unies aussi, parce que ça, c'est un débat qui est assez ouvert. Et vous connaissez la position de l'Union africaine qui veut dire que nous avons besoin de 2 sièges permanents avec tous les droits. Et nous avons besoin de 5 sièges non permanents pour qu'on puisse avoir au moins une chance que notre voix soit entendue. Donc, donc tout ça se passe dans ce contexte-là. Mais je pense qu'ici, au lieu de voir des crises, moi, je trouve qu'on doit se concentrer sur les opportunités qui s'ouvrent à nous. Non seulement les opportunités en matière de solidarité, mais aussi des opportunités en matière de notre relation avec l'Europe. Je pense qu'avec le dernier sommet qui a eu lieu en février, on a jeté les bonnes bases, mais je pense que cette conversation doit continuer parce qu'après tout, l'Afrique et l'Europe, la distance, c'est 14 kilomètres et ce qui affecte l'Europe nous affecte également. Voilà. Merci beaucoup, Frédéric, pour ces ajouts, ces clarifications. Alors, il y a une question, peut-être que je l'adresserai à Cyril Brett, une question de Juscodio sur les ressources au fond de l'Ukraine. J'essaie de la retrouver. Alors, parlant des sources structurelles du conflit, justement, M. Brett a parlé des ressources intrinsèques de l'Ukraine. Est-ce qu'il fait allusion au gisement de gaz dans la région de la Crimée et dans l'est de l'Ukraine? Et au fond, est-ce que là, il ne s'agirait pas aussi d'un aspect important parce que ces ressources, finalement, pourraient justement bénéficier à l'Europe et permettre à l'Europe d'être moins dépendante de la Russie en matière d'énergie? Est-ce que ces questions de ressources de l'Ukraine aussi sont importantes dans cette équation, dans les sources un peu structurelles de cette guerre? Et peut-être aussi pour M. Brett, qui nous a présenté tout à l'heure des scénarios. Au fond, quel est le scénario évidemment désirable et comment y arriver? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une approche, il y a des personnes en Europe qui défendent plutôt voilà, le fait d'aller vers une issue diplomatique, une forme de traité qui assurerait la cohabitation pacifique entre la Russie et l'Ukraine, qui resteront voisines de toute façon, alors qu'on a en même temps plutôt des livraisons d'armes et on a l'impression d'avoir plutôt une escalade de l'armement de l'Ukraine, ce qui ne peut, me semble-t-il, que prolonger la guerre. Donc peut-être votre réflexion, monsieur Brett, sur ces 2 questions, ressources stratégiques de l'Ukraine et aussi scénario le plus souhaitable pour la paix dans la région. Alors, je vais vous demander d'activer le micro, s'il vous plaît. Oui, excusez-moi, monsieur le directeur. Oui, pour les ressources de l'Ukraine, j'avais en tête les ressources naturelles, mais aussi les ressources industrielles et humaines. Bien sûr, les gisements gaziers et les gisements de minerais, hein, essentiellement charbon. J'avais évidemment en tête les ressources agricoles qui alimentent très largement et l'Europe et une partie de l'Afrique du Nord. J'avais aussi en tête les niches technologiques dans lesquelles l'Ukraine est spécialisée, notamment en ce qui concerne les moteurs d'avion, qui peut avoir un impact bien au-delà de la région de l'Europe orientale, notamment quand il s'agit de remplacer des appareils qui ont été vendus à travers le monde. Et j'avais en tête également les ressources de l'Ukraine en matière de ressources humaines, tout simplement. Hein. L'Ukraine envoie depuis très longtemps maintenant
en Europe orientale, mais aussi dans toute la région du Moyen-Orient et en Afrique, des spécialistes, des techniciens qui peuvent manquer, surtout s'ils sont sur des niches critiques, technologiques ou autres. Ces ressources, nécessairement, sont un des enjeux de cette guerre. Ils sont un des enjeux pour l'envahisseur, mais ils sont un des enjeux aussi pour les tiers, pour ceux qui sont les consommateurs, les importateurs, ceux qui, comme ça a été rappelé par monsieur l'ambassadeur, bénéficient au sein de troupes d'interposition de présence de soldats ukrainiens. Et donc, comme toutes nos discussions l'ont fait ressortir, c'est une question pour les Européens, l'Ukraine, mais c'est aussi une question qui peut avoir des conséquences assez directes et assez fortes pour bien au-delà de l'Europe. Et je pense que c'est très important que Vati et l'Institut Delors aient abordé cette question qui peut paraître vraiment très européocentrée, en fait, même quasiment narcissique pour les Européens, pour montrer que la grammaire des conflits, l'analyse des conflits, peut bénéficier d'éclairages qui sont non européens et dans lesquels les intérêts non européens ont leur mot à dire aussi. En ce qui concerne la solution idéale, pour moi, la solution idéale, c'est que la Russie renonce à son offensive militaire, renonce également à l'annexion de la Crimée et renonce à assurer elle-même la garde de sa frontière en déstabilisant l'Est de l'Ukraine. Bon, alors maintenant, la solution optimale, après la solution idéale, ce qui me semble par-dessus tout falloir éviter, c'est la solution du déni. Du déni par la Russie du fait qu'il y a une paix à conclure avec l'Ukraine, et du déni pour l'Union européenne que la Russie n'appartient plus à son espace. On voit bien que les sanctions européennes et plus largement les sanctions internationales visent à placer la Russie au banc des nations d'un point de vue économique, d'un point de vue financier, d'un point de vue diplomatique, d'un point de vue politique. Mais les sanctions ne sont pas une fin en elles-mêmes. Et elles ne peuvent pas gommer la réalité qui est que la Russie est un acteur pour l'Europe, pour le Moyen-Orient, pour l'Afrique aussi dans certains secteurs, notamment miniers, et qu'il faudra trouver avec la Russie une façon de cohabiter qui ne pourra de toute façon pas être facile, qui de toute façon ne sera pas marquée par le sceau de la confiance et de la coopération, mais qui doit être réglée autant que faire se peut, comme ça a été rappelé à plusieurs reprises par le droit international pour qu'elle serve ses engagements. Donc, la meilleure solution, à mon sens, c'est d'accélérer au maximum toutes les initiatives qui permettront d'engager des négociations pour préparer l'après-guerre. Et un après-guerre qui n'est pas défini juridiquement est porteur de danger pour tous les acteurs de toutes les régions riveraines pendant des années et des années. C'est donc un traité de paix en soi qui sera déjà un résultat optimal, si ce n'est évidemment idéal. Merci beaucoup. Alors, je me permets de vous relancer sur une question aussi, parce que vous avez donné une analyse un peu des causes. La question de l'OTAN, parce que je crois que du point de vue africain, et pas seulement de beaucoup de pays tiers, il y a un peu cette volonté de comprendre, au fond, est-ce que toute la responsabilité est russe, est du côté de Poutine, ou est-ce que l'extension des frontières de l'OTAN au cours des dernières années, est-ce que ce n'est pas vraiment aussi un élément très important de ce qui se joue, une forme de défense plutôt de la part de la Russie, de ses frontières et en particulier de ne pas vouloir que l'Ukraine bascule complètement dans le camp de l'OTAN en étant tout à côté de la Russie. Quelle est votre lecture là-dessus? Bien sûr, vous avez parfaitement raison. La crainte russe n'est pas récente, elle n'est pas implicite, elle a été explicitée dans tous les différents documents stratégiques depuis 20 ans. L'Ukraine, pour la Russie, ne peut pas appartenir à l'OTAN, ne peut pas appartenir à l'Union européenne sans que ça représente un risque de sécurité nationale pour la Russie. C'est caractérisé comme tel depuis au moins 10 versions
des différents white papers russes ou non. Et donc, les extensions de l'OTAN et la politique de voisinage européenne dans ces régions et dans le Caucase a alimenté une vision très obsidionale des relations internationales de la Russie. Alors, la question que vous posez très clairement, c'est est-ce un fantasme, est-ce une réalité? Est-ce que la Russie était véritablement menacée ou est-ce qu'elle a surjoué cette paranoïa stratégique pour justifier une volonté de puissance? Dans les relations internationales, malheureusement, la perception, c'est la réalité. C'est-à-dire que c'est la façon dont l'OTAN, l'Union européenne et les Européens ont été perçus à Moscou qui a servi à justifier, de bonne ou de mauvaise foi, cette guerre. Et donc, c'est moins vers le passé qu'il faut se tourner désormais que vers l'avenir. Quelle est la posture que l'Union européenne doit adopter? Car l'équilibre va être subtil à trouver entre une position dure, ferme, absolument indispensable face à une invasion caractérisée à une remise en cause des frontières et de la souveraineté d'un pays, et d'un côté, nécessaire équilibre dans la mesure où il faut absolument éviter que toute nouvelle initiative serve de prétexte pour de nouvelles actions militaires encore plus dures, y compris sur le plan nucléaire, de la part de la Russie. Et donc là, l'Union européenne et l'OTAN ne peuvent pas dire qu'elles n'ont pas été prévenues. Il va falloir qu'elles trouvent et qu'elles élaborent une politique russe qui trouve le bon équilibre entre une fermeté indispensable et une coopération inévitable. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Là encore, ça souligne l'incertitude ou les incertitudes qui sont nombreuses sur la manière aussi de sortir de cette guerre et la possibilité de reconstruire des relations entre l'Europe et la Russie. Merci beaucoup. Je vais peut-être demander à Sébastien Maillard s'il a des réactions ou des questions à poser aux intervenants. Je pense qu'il y a probablement aussi des choses à dire du côté de Sébastien, donc je lui passe la parole peut-être avant de revenir sur certaines questions. Merci Gilles. Effectivement, j'écoute attentivement cette discussion et que j'essaierai de conclure à la fin si on arrive à faire une synthèse de toutes les questions que nous soulevons. Peut-être une question qui se poser à Nicole Nesotto, puisqu'elle a plusieurs fois posé la question de la Chine dans ce conflit. On voit aussi la question aussi de l'Inde et d'autres pays comme ça très importants, dont on voit bien que le positionnement à l'égard de la Russie ou non, la façon dont ils peuvent s'aligner ou non avec Moscou, va beaucoup compter dans le dénouement de cette guerre. Je pense aussi bien sûr à l'Inde, parce que c'est un pays géant et très important aussi dans la résolution de cette crise. Et puis peut-être aussi que Nicole aura envie elle-même de réagir à d'autres propos qui ont été échangés au cours de cette discussion. Madame Nesotto, vous pouvez répondre. Allez-y. Oui, merci Sébastien. Pour compléter sur la Chine, l'Inde, etc., les Européens, les Occidentaux, c'est-à-dire les Européens et les Américains essentiellement, ont le sentiment que la communauté internationale est de leur côté, parce que le droit international est de leur côté. Mais ça n'est pas vrai. Le droit international est de notre côté, mais pas la communauté internationale, puisque au moins deux grands pays, la Chine et l'Inde, ce qui fait la moitié de la population mondiale à peu près, se sont abstenus dans la condamnation de l'invasion. Donc, c'est plutôt les Occidentaux qui sont isolés. Et ça, je crois qu'il ne faut pas qu'on le perde de vue, nous, Occidentaux. Parce qu'on défend le droit, on a l'impression que le monde entier nous soutient. Ce n'est pas vrai. Le monde entier ne soutient pas le droit. Ni la Chine, ni l'Inde, qu'on nous présente depuis des lustres comme la plus grande démocratie de la planète, ça n'est plus vrai. L'Inde n'est plus une démocratie. L'Inde est un régime autoritaire, nationaliste,
très habile sur le plan stratégique, dans sa rivalité avec le Pakistan et avec la Chine. Elle utilise aussi bien les États-Unis que la Russie. Donc, un pays très habile, très opportuniste, mais pas du tout une démocratie partisan du droit international. Donc, voilà, ça je voulais le dire. Nous avons le droit pour nous, mais nous n'avons pas le monde pour nous, parce que le monde entier, et en particulier la Chine et l'Inde, est de moins en moins respectueux de l'ordre international, des institutions et du droit international. Alors là, l'Afrique a une responsabilité particulière, parce que selon que vous tomberez sur l'un ou l'autre, moi, je pense que les Africains ont tout intérêt à défendre le droit, ont tout intérêt à défendre une régulation du système international qui soit codifiée, sanctionnée dans des institutions, parce que plus on est faible, plus on a besoin du droit international. Et l'Afrique aujourd'hui, si ça veut dire quelque chose, l'Afrique, parce que comme vous l'avez dit, c'est 55 pays, mais en tout cas, le continent est aujourd'hui faible sur le plan des relations internationales. Sur mon deuxième point, la deuxième question sur... c'était sur l'OTAN, Sébastien? Non, c'était par rapport à d'autres propos peut-être auxquels tu voulais réagir, oui, mais moi j'avais aussi une question. Pardon, oui. Je lis avec beaucoup d'intérêt à la fois les questions-réponses et puis les commentaires dans la discussion. Alors, je vois quelqu'un qui est M. Dirk Irengue, qui dit « Cette guerre a été voulue par l'OTAN et les USA en premier ». Comme si c'était les Américains et l'OTAN qui ont déclenché la guerre, ou en tout cas qui ont fait semblant de vouloir mettre l'Ukraine dans l'OTAN pour que Poutine s'énerve et que Poutine fasse la guerre, dans l'espoir que Poutine allait être battu et donc Poutine allait perdre son pouvoir et que la Russie redeviendrait soit un pays complètement affaibli comme elle l'a été après la chute de l'Union soviétique, soit même une future démocratie. Je crois que ça, c'est l'idée que c'est les Américains et l'OTAN qui ont voulu la guerre, c'est vraiment être victime de la désinformation russe. Moi, je ne suis pas pro-américaine, vous avez dû le voir. Je ne suis pas partisan absolu de leadership américain et de l'OTAN sur l'Europe. Mais il y a une très grande différence entre vouloir élargir une organisation militaire, publiquement, en le mettant dans les résolutions de tous les conseils de l'OTAN, en ne cachant pas sa stratégie d'élargissement, quitte après, effectivement, à susciter parfois la colère de M. Poutine, mais on avait un conseil OTAN-Russie pour ça, qui servait à discuter des points sur lesquels on n'était pas d'accord, dans lesquels la Russie était un partenaire, jusqu'à ce que Poutine décide qu'il allait partir. Une fois qu'il a pris la Crimée, là aussi en infraction avec le droit international, ça a été une annexion totalement contraire au droit, Poutine a décidé qu'il quitterait le Conseil OTAN-Russie. Et donc, il y a une très grande différence entre avoir une stratégie qui est peut-être critiquable, mais qui est ouverte, déclarée, affichée, contestée. Je vous rappelle que la France et l'Allemagne ont été les deux pays qui se sont opposés en 2008 à l'élargissement de l'OTAN immédiatement à l'Ukraine, la Géorgie et la Biélorussie. C'est une chose et de l'autre, de tout d'un coup, un soir, envoyer ses chars, ses missiles, ses avions sur un pays sous prétexte qu'il allait rentrer dans l'OTAN, alors qu'il n'y avait aucun calendrier, il n'y avait aucune raison en février, plus qu'en décembre ou plus qu'en juin l'année dernière. Donc voilà, je crois qu'il faut être clair, l'OTAN et les Américains et les Européens, nous avons peut-être fait des erreurs dans notre gestion de la Russie post-soviétique, c'est certain, on a fait des erreurs, mais s'il y a un pays qui est agresseur aujourd'hui, et un agresseur sauvage, brutal, sur le plan militaire et sur le plan humanitaire, c'est la Russie, et il ne doit pas y avoir l'ombre d'un doute là-dessus. Merci beaucoup. Sébastien? Oui, je pense que, je ne sais pas si Gilles, on a le temps de prendre une dernière question, ou parce qu'il est bientôt 4h30. Oui. Écoute, alors je te laisse poser une dernière question à partir de ce qu'on voit sur le chat, et puis après je conclurai dans ce cas-là. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Oui, je sais que l'Institut a une tradition de ponctualité. On va essayer de ne pas trop déborder. On va probablement déborder quand même de quelques minutes, quelques 5 minutes. On va essayer de rester dans ce cadre-là. Je voulais peut-être donner l'occasion justement à chacun des panélistes de dire un mot rapide
en commençant peut-être par le professeur Bamba-Gueye qui ne s'est pas beaucoup exprimé dans le deuxième round. Et ensuite, je passerai la parole à l'ambassadeur Frédéric Ngoga avant de conclure par M. Brett et Mme Niessoto. Peut-être une réaction quand même sur la question du droit international. Je pense qu'on le voit aussi dans les commentaires. Hein. Le sentiment en Afrique, c'est que ce droit international, d'une part, il est d'une certaine manière un peu écrit il a été jusque-là un peu écrit par les Occidentaux, et que son application aussi un peu n'est pas nécessairement toujours juste, ou en tout cas qu'elle est appliquée lorsque cela va dans l'intérêt des puissances occidentales. En tout cas, il y a cette perception. Et donc, peut-être que le professeur Bamba-Gueye et peut-être Frédéric aussi voudraient rebondir là-dessus. Deuxième élément, peut-être pour professeur Bamba-Gueye, il y a une question spécifique sur le Sénégal. Quelqu'un qui dit, au fond, la position du Sénégal a peut-être été celle qui a surpris le plus les Occidentaux par rapport à la tradition un peu des alliances du Sénégal. Et je vais demander peut-être au professeur Bamba-Gueye voilà, sa lecture de la position du Sénégal, notamment lors du premier vote au Conseil de sécurité. Et voilà. Et donc, je vous donne en même temps l'occasion de dire votre dernier mot chacun, et comme ça, on va essayer de conclure à peu près dans les temps. Merci, docteur Yabi. On n'a pas beaucoup de temps. Je vais essayer d'aller à l'essentiel. Je vais mettre l'accent sur 3 points. La question du droit international, je vais l'aborder sous l'angle des leçons apprises. Quelles sont les leçons apprises, les 3 grandes leçons apprises qu'on peut tirer du déroulement de ce conflit. Deuxièmement, si vous le permettez, un petit mot sur la question en fait de l'autonomie stratégique. J'y reviendrai parce que dans le chat, on en parle. Et enfin, la position diplomatique du Sénégal, qui a surpris, mais qui a une certaine cohérence selon moi. Concernant en fait la question, ce conflit que nous vivons, au-delà en fait de son caractère émotionnel, dramatique, humain, est en train de nous livrer un certain nombre de leçons apprises. Et parmi lesquelles je vais convoquer 3 leçons apprises. La première leçon apprise, c'est que cette crise révèle que la crise du multilatéralisme est un facteur d'accélération des crises, des tensions. Ça, c'est la première leçon apprise. La crise du multilatéralisme a été un facteur d'accélération et un facteur également qui a fait que la résolution des conflits ne trouve plus un cadre pertinent permettant en fait de passer de l'état de guerre à l'état de paix. Ça pose la question de la place de l'ONU dans les relations internationales. Je n'ai pas le temps de développer. L'autre leçon apprise, c'est que le régime des sanctions ne débouche pas sur une sortie de crise, sur la paix. Le régime des sanctions devient un élément de guerre. Un élément de guerre. Ça, c'est une leçon apprise. Et troisième leçon apprise, c'est que l'Afrique aujourd'hui doit se battre pour que le droit international soit véritablement respecté dans toute sa plénitude, et que le fait qu'il y ait 2 poids, 2 mesures en fonction des crises aujourd'hui doit être combattu. Et enfin, l'Afrique aussi doit également tirer les leçons pour comprendre que sa position dans les relations internationales, si elle doit s'améliorer, ne dépend que des Africains eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il est important aujourd'hui que nous puissions construire une vision stratégique de l'Afrique dans les relations internationales. Et ça manque cruellement. Ça manque cruellement. Nous ne tirons pas les leçons apprises. Nous ne faisons pas confiance à notre expertise. Également, nos gouvernements sont toujours dans une logique bureaucratique qui fait que souvent, en fait, nos organisations africaines ou sous-régionales sont en déphasage avec la réalité des faits. Maintenant, sur la question de l'autonomie stratégique, on n'a pas le temps. Je vais aller à l'essentiel. On m'a posé s'il vous plaît. On n'a pas le temps. Mais ça veut dire que si on prend le cas du Sénégal, pourquoi le Sénégal, depuis 60 ans, ne peut pas assurer sa sécurité alimentaire? Nous avons des périmètres irrigués, nous avons de l'eau, nous avons l'expertise, mais le gouvernement ne parvient pas aujourd'hui à rendre le Sénégal autosuffisant alimentaire. C'est notre responsabilité. Il faut questionner les politiques publiques. Et en questionnant les politiques publiques, on voit que la question des chaînes de valeur n'est pas maîtrisée. Et si la question des chaînes de valeur n'est pas maîtrisée, l'agriculture est perçue de manière traditionnelle. On produit, on consomme, alors que ça, c'est dépassé. On produit, on transforme, on crée la valeur ajoutée, on crée la richesse, on développe le marché, etc.
Et un autre élément concernant cette question de l'autonomie stratégique, c'est qu'il faudrait également que l'Afrique puisse défendre ses intérêts au niveau des contrats miniers. J'ai beaucoup voyagé en Afrique. Mais à chaque fois que je vais dans les pays africains, on se rend compte véritablement que nous avons des richesses, mais on n'en profite pas. Et ça, il faut changer cela, il faut changer. Et enfin, le troisième élément qui me paraît important, c'est que l'Afrique doit repenser sa place au monde en mettant sur pied des partenariats gagnant-gagnant, etc. Donc, et très rapidement sur la position du Sénégal, la position du Sénégal doit être perçue à l'aune de trois démarches. La première démarche est que le Sénégal a condamné ce qui se passe en Ukraine au niveau du droit international. Le président de la République, en tant que président de l'OIA, notre ministre des Affaires étrangères, ont réaffirmé dès le début la nécessité de respecter le droit international et de condamner l'agression. Et chemin faisant, ils ont montré qu'au-delà de cette condamnation, il ne faut pas isoler la Russie, il faut parler avec la Russie. Parce qu'un conflit, il faut le résoudre. Pour résoudre un conflit, il faut parler avec tout le monde. Rien ne sert d'isoler la Russie. Donc, c'est la position du Sénégal qui s'est singularisée parce que le pays, à l'ONU, n'a pas voté pour la résolution et c'est absolu. Et enfin, troisième position, c'est que pour le Sénégal, il faudrait que l'Afrique puisse être dans une perspective de non-alignement. C'est-à-dire que les États sont souverains de pouvoir définir la posture qu'ils doivent avoir dans les relations internationales. Et ça, quand même, c'est quelque chose qui est en train de naître en Afrique. On reprend les thèses du non-alignement, quoique le non-alignement à l'époque de la guerre froide n'est plus la même chose à l'heure actuelle. Mais le fait de revenir à l'orthodoxie du non-alignement montre qu'une fois de plus, l'Afrique va avoir une autonomie stratégique au niveau des relations internationales. Et en fait, ce que nous voyons à travers le cas du Sénégal doit être perçu de cette manière, doit être lu de cette manière, et non pas comme une Merci, professeur Gueye. Il faudra conclure, s'il vous plaît. Mais comme un positionnement dans un monde nouveau qui appelle des lectures nouvelles et un changement de paradigme. Merci beaucoup. Merci infiniment à nouveau pour votre disponibilité, votre participation très active et très enrichissante à cette discussion. L'ambassadeur Frédéric Ngoga, peut-être un dernier mot également rapide, autant que possible. D'accord, merci bien Gilles. Écoute, d'abord, merci encore une fois pour l'invitation. Je pense que ce dialogue est un dialogue qui doit être continu et je remercie des organisations comme Wati qui amènent les gens qui travaillent sur ces questions-là, non seulement au niveau de la recherche, mais aussi nous autres qui travaillons dans les organisations multilatérales. C'est vrai qu'il a parlé d'une crise du multilatéralisme. Moi, je pense qu'il y a une crise de valeur d'abord, avant tout. Comment est-ce qu'on peut dire qu'on veut que la guerre s'arrête en Ukraine et on a des pays qui envoient des armes en Ukraine? Personne ne parle de cela. Chaque jour, je me pose cette question. Pourquoi est-ce qu'on veut que la guerre s'arrête, mais on envoie des armes là-bas? C'est quand même assez inquiétant. Je pense qu'il faut privilégier le dialogue, parce que c'est seulement à travers le dialogue qu'on arrive à résoudre les problèmes. Et je pense qu'il n'y a pas des grands et des petits dans ce monde. Je pense que c'est ce qu'on a vu avec cette crise en Ukraine. J'ai bien aimé ce que le professeur Gueye a dit, parce que la réflexion au niveau du continent, c'est celle-là. C'est comment voir d'une manière stratégique comment se repositionner par rapport à tout ce qui se passe dans le monde. Mais nous réfléchissons un peu comme Senghor. D'abord, on doit se protéger de la pluie, mais c'est pour surtout s'éclore également pour travailler avec les autres. Parce qu'en fin de compte, c'est notre humanité qui est en jeu. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire et j'aimerais remercier Wati et les autres intervenants. Je te remercie. Merci beaucoup, Excellence. Merci pour, là encore, ce point de vue de l'Union africaine, hein, enfin, indépendant, mais en même temps portant la voix quand même de l'Union africaine sur cette question extrêmement importante pour nous tous. Merci beaucoup. Cyril Brett, peut-être un dernier mot également en réaction peut-être à tout ce que vous avez entendu. Voilà, quelques derniers messages que vous voudriez partager avec nous sur la base de votre connaissance et votre suivi quotidien de ce qui se passe en ce moment. Oui, merci beaucoup, monsieur le directeur. Ce sera un mot de remerciement à Wati et à l'Institut Delors, parce que pour des chercheurs qui sont centrés sur un sujet, effectivement, voir que des problématiques proches, comparables, au contraire divergentes, se posent en Afrique de l'Ouest, en Europe orientale, dans l'Union européenne ou dans l'Union africaine, c'est
une source de réflexion, une source de travail et d'inspiration qui est absolument irremplaçable. Merci donc aux deux instituts, merci à tous les intervenants et à tout l'auditoire qui nous a nourris de ces questions. J'espère que nous aurons bientôt l'occasion, sous une forme ou sous une autre, de reprendre cette discussion. Merci encore. Merci à vous. Je pense clairement que nous aurons la possibilité de continuer ces échanges parce que malheureusement, ce monde qui s'ouvre à nous, clairement, il est plein d'incertitudes et je crois que ça nécessite du débat public et des échanges modérés, respectueux et justement qui essaient de s'éloigner de toute désinformation. Donc, merci beaucoup pour votre contribution très enrichissante. Madame Nicole Niessoto, peut-être également votre dernier mot en vous remerciant déjà pour votre participation également très active. Oui, si je peux me permettre, Monsieur l'ambassadeur Ngoga, ce n'est pas les armes ou le dialogue dans aucune crise, c'est les armes et le dialogue. Il faut les deux. Les armes, parce que sinon, les Ukrainiens sont battus à plat de couture et donc la négociation sera totalement bénéfique pour la Russie. Et donc, il faut équilibrer sur le terrain pour tenter d'avoir un cessez-le-feu et une négociation à peu près équilibrée. Donc voilà, et c'est vrai pas seulement pour l'Ukraine, c'est vrai dans toutes les crises, c'est les armes et le dialogue. Mais c'est tout. Moi, je ne connaissais pas, je vais vous dire la vérité, je ne connaissais pas Wati, tout en étant à l'Institut de l'Or. C'est la première fois que je participe à un dialogue que vous organisez. Je trouve ça formidable. J'espère vraiment qu'on en aura d'autres, peut-être avec les mêmes, parce que comme moi, je crois malheureusement que la guerre en Ukraine va en tout cas durer. Peut-être ce serait bien de faire un point, si Sébastien Maillard est d'accord aussi, je parle sous le contrôle de mon directeur. Je trouve que c'est absolument très utile. Je regrette beaucoup qu'on n'ait pas le temps de répondre à toutes les questions que posent les gens qui se sont inscrits. Mais voilà, en tout cas, moi, je suis à votre disposition pour d'autres dialogues de ce type. Merci beaucoup, Madame la vice-présidente de l'Institut Jacques Delors. Et à nouveau, à Wati, nous sommes tout à fait preneurs. Et à nouveau, la raison d'être de Wati, c'est le débat public qu'on essaye d'animer dans la région sur les questions africaines, mais aussi sur les questions internationales, parce qu'à nouveau, nous sommes dans un monde qui est absolument interdépendant. Donc, merci beaucoup pour votre participation et je suis sûr que Sébastien sera tout à fait également d'accord pour qu'on poursuive ces échanges, y compris sur ce thème qui malheureusement sera encore, à mon avis, dominant pendant les prochains mois. Je ne vais pas faire davantage de commentaires. Je vais passer la parole à Sébastien Maillard puisque nous sommes déjà un peu en retard. Donc, Sébastien, pour le mot de clôture. Merci, Gilles. Ce sera un mot de clôture très provisoire puisque, effectivement, je suis aussi, comme vous, impatient de transformer l'essai, de continuer ces échanges que je suis très heureux d'avoir initiés avec toi, Gilles, puisque je pense qu'on voit à travers ces échanges à quel point on a besoin. Ça nous aide mutuellement à prendre en fait, toute la mesure de cette guerre en Ukraine à résonance mondiale. Moi, ce que je retiens de notre échange, d'une part, c'est que, ça a été dit plusieurs fois, c'est que on voit vraiment effectivement une crise du multilatéralisme. On avait déjà vu pendant la crise du Covid, à travers de la faiblesse de l'OMS ou de l'OMC, et là, on le voit aussi de l'ONU. On a le cadre multilatéral, ça a été souligné par le docteur Bambagai que c'est effectivement quelque chose de défaillant. Et peut-être une question qui est soulevée, qui interroge, et Nicole, dans d'autres forums soulevés, c'est la difficulté dans cette guerre à trouver des médiateurs, à trouver des efforts de négociation. On voit la Turquie s'y essayer et parfois héberger des négociations entre Ukrainiens et Russes. On a vu parfois aussi d'autres proposer leurs services, mais voilà, on voit bien que la guerre probablement se durcit et on a du mal à voir émerger un cadre de médiation, de négociation à travers dans un système multilatéral complètement en crise. Des questions aussi qui sont soulevées par ce conflit. C'est vrai que on a beaucoup parlé de l'Europe et de l'Afrique au singulier. Il y a sans doute un abus à chaque fois qu'on prononce les deux mots, et c'est d'ailleurs dans le titre même de cet échange de parler de 27 pays d'un côté, je parle de 27 pour l'Union européenne, et de 55 de l'Union africaine, et on a souligné les uns des autres, pas rarement d'une seule voix, même si on voit effectivement là une démonstration d'unité européenne. Il y a bien sûr des limites à ce singulier.
mais je vois moins des questions parfois propres à l'Europe et une question aussi partagée entre l'Europe et l'Afrique. Les questions propres à l'Europe, c'est la nouvelle question de l'élargissement que cette guerre soulève. On a vu en l'espace d'une semaine l'Union européenne recevoir 3 demandes d'adhésion de l'Ukraine, de la Géorgie, de la Moldavie. On n'avait pas encore pensé l'Union européenne à cette échelle. En tout cas, c'était parfois évoqué, mais le professeur Guy a parlé a rappelé l'expression d'Europe de l'Atlantique à l'Oural. En tout cas, on voit bien qu'on est dans ces marches de l'Est du continent européen, dans un peu un impensé de la construction européenne, puisque en tout cas jusqu'avant la guerre, on n'était pas forcément du tout à essayer d'imaginer une Union européenne qui s'élargisse jusqu'au Caucase. Et on a déjà la question aussi des Balkans devant nous. Donc, il y a cette question de l'élargissement qui se pose et c'est une manière de faire l'Europe. Et souvent, faire l'Europe, c'est une façon de faire la paix puisque on voit que là où il n'y a pas d'Europe au sens de la construction, c'est souvent là qu'éclate la guerre sur notre continent. L'autre question aussi qui est posée, qui peut-être que cette guerre rebat les cartes, c'est la question migratoire. On voit effectivement des pays qui jusqu'à maintenant y étaient complètement hostiles ou qui n'ont pas confronté, ils le sont d'une autre manière. On verra comment ça évolue et peut-être qu'il y aura peut-être un avant et un après, en tout cas dans la façon dont la question migratoire est posée, du fait que l'Europe là, se retrouve aujourd'hui avec près de 5 millions entre guillemets réfugiés, parce que ce ne sont pas des réfugiés au sens légal du terme, puisqu'ils n'ont pas besoin de faire de demande d'asile pour rentrer dans l'Union européenne du fait que nous avons déjà un accord d'association avec ce pays, mais de fait nous sommes confrontés à cette crise migratoire d'une nouvelle sorte. On s'en rend moins compte en France puisque je dirais les flux sont assez faibles, mais dans d'autres pays, effectivement, et on parlait de la Pologne, c'est une toute autre affaire. Il y a la question chinoise, on en a parlé, qui est soulevée. Il y aura aussi la façon dont elle se comporte dans ce conflit est clé pour sa résolution et la façon dont on s'aligne. Et peut-être qu'il y a une question qui est posée des deux côtés, autant pour l'Afrique que pour l'Europe, c'est la question de l'autonomie stratégique. Je crois que c'est un rêve mutuellement partagé, aussi bien le président Macron, s'il est réélu dimanche, poursuivra cette idée d'autonomie stratégique qu'il a beaucoup poussée pendant son quinquennat dans le discours européen pour essayer de faire émerger, et on voit bien la nécessité, il ne parle pas d'une autonomie stratégique au sens militaire, mais toutes ces questions de dépendance que l'on voit, dont on prend conscience à travers une telle guerre, se pose avec une nouvelle acuité, et donc ça nous renforce et détermine à avancer dans cette quête d'autonomie. On a bien entendu aussi, côté africain, ce besoin, et je pense que là, peut-être que les deux organisations d'Europe et d'Afrique peuvent être solidaires dans leur quête mutuelle d'autonomie stratégique dont elles ont besoin pour ne pas que cette guerre débouche sur de nouvelles dépendances. Je conclurai là-dessus, je n'ai pas du tout envie qu'on finisse cette guerre en occidentaux qui deviennent maintenant dépendants non plus du gaz russe, mais du GNL américain et des autres, et de la sécurité américaine pour la paix sur notre continent. Je pense que ce serait un vrai échec pour la construction européenne. En tous les cas, voilà ce que je pouvais dire à ce stade de nos réflexions. Je voudrais remercier à mon tour les intervenants pour la qualité de notre échange et remercier la centaine de participants qui a beaucoup animé aussi parallèlement le chat. On a du mal, bien sûr, à tout prendre des questions d'un coup. Ça appellera sans doute un nouvel webinaire de ce format. Je crains, comme disait Nicolas Nesotto, que malheureusement la guerre ne se prolonge et nous donne l'occasion d'y revenir. Et quand même elle s'arrêterait, il faudrait de toute façon aussi discuter ensemble de l'après-guerre. Donc rendez-vous, en tout cas avant l'été, bien sûr, nous reprendrons, je crois, Gilles, un rendez-vous pour poursuivre ce bel échange nécessaire pour tous. Absolument, Sébastien. Merci beaucoup. Merci pour tout. Merci à toutes les intervenantes et à tous les intervenants. Je rappelle simplement, parce qu'il y a eu beaucoup de questions là-dessus, que l'enregistrement sera absolument disponible dans quelques jours, d'abord sur la chaîne YouTube de l'Institut Jacques Delors et également sur la chaîne YouTube du think tank citoyen Wati. Et bien sûr, nous sommes quasiment certains de nous retrouver prochainement pour un nouvel épisode de ces regards croisés Europe-Afrique en partenariat, donc Wati, Institut Jacques Delors. Merci à toutes et à tous et à très bientôt. Au revoir.